Allô, allô? Bonjour madame. Bonjour. Ça va, vous allez bien? Ça va madame. On Alors commence madame, à euh, 7 heures pile? sinon on attend un peu parce qu'il n'y a pas trop de participants. Il n'y a pas de problème. D'accord. Le son, il est bien? Vous m'entendez Oui, bien? ça, oui madame, on vous entend bien. Alors, je vais commencer à partager mon écran et vous allez me dire si c'est bon ou pas. D'accord. C'est bon? Pas encore madame, on voit rien. D'accord. Donc, ça prend du temps pour passer. Comme ça, je vais prendre mes D'accord prérogatives. madame. Madame, l'essentiel, vous savez comment faire le partage de l'écran? Oui, oui, c'est bon. Ah d'accord, très bien. Vous arrivez à voir? Pas encore, on voit juste, on voit pas, il y a la diapo, on voit rien pour le moment. Alors, on doit changer de technique. Option d'arrêter les partages. Contrôle. Alors, ça passe? Euh, D'accord, Pas ça encore passe. madame. Normalement, j'ai partagé mon écran. Rien ne s'affiche pour le moment. Madame, vous avez fait dès que tu as partagé le pack de partage. Oui. Après, vous avez choisi bureau. C'est ça? Alors, chez moi, ça se présente pas du tout comme ça. Parce que moi, j'ai le 365. Donc, j'ai carrément. Bon, je vais. Alors, les détails, paramètres de périphérique. Je vais mettre plein écran. Ah, alors, ça passe? Non, rien. Alors, normalement, je dois partager du contenu Oui, et voilà. partage de l'écran. Voilà. Et là, je sais pas qu'est-ce qui cloche. Je mettrai screen. Voilà, madame. Quand vous allez avec la petite fenêtre ملتحت, vous choisissez la première screen. هذيك هي. Juste تحت bureau. Normalement, ça marche. Ça devrait marcher. Rien? Rien, toujours rien. Je sais pas pourquoi ça. Hmm.
Je sais pas. Alors, je vais essayer nouvelle fenêtre. Oui. Ça marche? Attendez, Madame Balak, ça marche. Euh, non. Je sais pas. Il y a un problème quelque part. Oui. Peut-être qu'il faut me donner la main. Non? Justement, bon, madame, est-ce que vous avez vu avec ma screen headache, c'est ça? Oui, j'ai partagé mon screen, mais je sais pas qu'est-ce qui se passe. De bureau, screen, c'est ce que j'ai D'accord, fait. je vais voir, d'accord, madame. Madame, Oui, est-ce que vous pouvez réessayer? Peut-être ça va marcher. je me reconnecte. Oui, oui, sinon vous réessayez le partage. Je veux dire là le partage. D'accord. Donc, je vais l'annuler et on va réessayer.
Ça marche pas? Allô, allô? Non, madame, ça marche toujours pas. Alors, je vais Madame, essayer sur mon portable. oui, sinon, oui, madame. Madame, quand vous ouvrez le bac de partage, est-ce que vous avez l'option PowerPoint? Non. Oui, j'ai des options PowerPoint, bureau, Ah, très bien, euh, madame. Mais là, vous cliquez sur PowerPoint, bureau parcourir. screen, fenêtre New Window. J'ai le PowerPoint Ah, et madame, parcourir. mais là, vous essayez, voilà, parcourir, c'est ça. Ça devrait marcher. Parcourir. Oui, pour mettre directement la diapo. Ça, c'est une autre plateforme, hein. Ça, c'est la plateforme de la société. Je sais pas. Ah, là, on voit, madame. Vous voyez mon screen? Oui, là, on le voit. Mais là, ça, c'est une autre présentation qu'on est en train de... Vous pouvez pas choisir la changer ou là. Ah, ah. C'est Yammer Network, c'est mon travail sur le Office. Ça peut pas marcher comme ça. Ah, d'accord. Alors, donc, je vais mettre screen. Oui. Ça marche? Pas encore, non. Ah oui, madame, on voit votre écran. Très bien. Ouais. Alhamdoulilah. Madame, s'il vous plaît, Oui, laissez la diapositive comme ça. Ne la mettez pas en plein écran parce que ça va bloquer par la suite. d'accord. Donc, OK. voilà. Pourquoi ça bloque? Parce que comme ça se passe comme ça fait les vidéoconférences, quand on la met en plein écran, ça peut bloquer. Donc, pour éviter ça, on la laisse comme ça. Très bien. D'accord. En tout cas, on la voit bien. Très bien. Donc, on peut commencer. Oui, Il y a madame. tout le monde.
Très bien. Donc, bonjour tout le monde. Le cours d'aujourd'hui donc, concerne les grossesses prolongées. La physiologie de la circulation fœto-maternelle et la physiologie du travail. À la fin madame, du cours, chaque madame, pardon. ça va finir. Il devrait évaluer le établir une conduite à tenir adéquate. Donc, le plan du cours, on va commencer par une introduction avec des définitions qui sont très, très importantes à connaître. On va parler un peu de la physiopathologie. On va citer comment on pose le diagnostic, quels sont les éléments de surveillance et les modalités de surveillance. Et enfin, la prise en charge après la conclusion. Pardon, madame. Donc, comme introduction, les groupes Madame, prolongés, 1% des grossesses, qui est un chiffre assez conséquent. Pour madame, parler de la datation, oui, je vous écoute. C'est clair madame, le son? pardon. Non, madame, c'est ce qu'on voit pas la diapo. Allô? Madame, Oui. pardon, on ne voit pas la diapo. Allô? Oui, madame. Vous voyez pas la- Vous la voyez? Non, parce qu'on voit, non, on ne voit pas la diapo. On la voyait après, ça s'est fermé. Ça se passe comme ça d'habitude? Oui, il y a des fois Là, des j'ai problèmes l'habitude de techniques, travailler le madame. Zoom, ça marche très bien le Zoom, hein. Des fois, ça, des problèmes techniques arrivent. Madame, est-ce que la diapo elle est ouverte sur votre bureau? Oui. Est-ce que vous voyez? Non, on voit pas la diapo, on voit pas, on voit pas. Ah oui, maintenant oui. Alors, je vais repartager encore mon écran. Ouais. Ah. Je renouvelle à chaque fois le partage, apparemment. Il y a un problème de connexion. Très bien. Donc, Oui. on parlait de la fréquence des grossesses prolongées. Ça va? Ça arrive normalement, madame. Alors, je vais me rapprocher du Wi-Fi. C'est bon? On peut continuer? Euh, Allô? non, on la voit. Non, madame, on la voit toujours pas. Attendez, madame Khalidjay. C'est bon? Non. Il y a un écran noir. Je sais pas pourquoi.
Alors, on va faire. Screen. Ça marche pas toujours. C'est bon? Non, pas encore. C'est un écran noir toujours. Ça va venir normalement. On va attendre un peu. La connexion, elle est faible. Ah, là on le voit, madame. Alhamdoulilah. On terminera à 22 heures. Alors, Apparemment, oui. ça marche. Très bien. Donc, on a dit que 15 à 20% des grossesses, c'était des grossesses prolongées. Et pour écrire les semaines d'aménorrhée, donc on s'est entendu à écrire les semaines en gras, par exemple 34 semaines, plus 5, ça veut dire 34 semaines, plus 5 jours révolus. Le jour qui débute 5e jour à partir de la 34e semaine. C'est-à-dire, quand on arrive à la 34e semaine et le 6e jour, on écrira 34 plus 5. Ça veut dire 34 plus 5 révolus. C'est clair? Donc, la Oui, durée de madame. gestation, elle est de 287 jours après le premier jour des dernières règles. Donc, c'est par convention, on a pris le premier jour des dernières règles comme repère et on compte 287 jours après le premier jour des dernières règles. L'évolution des grossesses en fonction du terme, selon la loi de Gauss, c'est la loi normale qui régit l'univers. Donc, la majorité des grossesses se termine entre 39 et 41 semaines. Donc, il y a une grande majorité, une grande partie qui est de 15 à 20% ici, donc jusqu'à 42 semaines. On peut avoir des grossesses qui se prolongent au-delà de 43 semaines, c'est exceptionnel, et avant 37 semaines. Pourquoi on doit traiter cette question? Parce que c'est une question de grossesse prolongée qui va donner un impact négatif et sur le fœtus et sur la maman. On va voir tout à l'heure qu'il y a de la morbidité à partir de la 41e semaine. Et comme facteur de risque, on a l'antécédent de dépassement de terme. Donc, si une patiente, elle fait un dépassement de terme, le risque qu'elle refasse un autre dépassement de terme, il est très, très important. Il est très élevé. Vous avez la nulliparité aussi, l'obésité sans les principes. Madame, s'il vous plaît, on vous entend pas réactiver votre micro. Qui l'a désactivé? Il y a quelqu'un qui m'a désactivé. Hein. Non, madame, c'est pas si d'accord. Très bien. Donc, on a dit, ça va? Vous m'entendez bien? Oui, madame. Alors, c'est la partie la plus importante, c'est la définition, d'accord? Donc, vous avez ici un diagramme qui vous montre l'évolution de la grossesse normale, c'est-à-dire le terme normal, c'est entre 37 et 42 semaines. C'est là où une grossesse, une patiente doit accoucher entre 37 et 42 semaines. Inférieur à 37 semaines, c'est le préterme. Au-delà de 42 semaines, c'est le terme qui est dépassé.
Mais cet intervalle entre 41 et 42 semaines, c'est ce qu'on appelle la grossesse prolongée. C'est clair? Donc, une grossesse à terme, c'est une grossesse qui se termine entre 37 et 41 semaines. À partir de la 41e semaine, pardon, Madame, pardon, votre micro s'est désactivé encore une fois. Madame, pardon, votre micro est désactivé. c'est bon? Oui, c'est bon. Allô, allô? Oui, c'est bon, madame. Très bien. Donc, vous avez saisi les définitions ou je reviens sur les définitions, c'est bon? C'est bon, madame. C'est bon? Très bien. Oui, Alors, les fonctions du placenta, donc c'est un petit rappel par rapport aux fonctions du placenta. Le placenta, il permet l'assimilation des substrats énergétiques, il permet des transferts gazeux, il permet d'éliminer les métabolites, il a une fonction endocrine, donc il entraîne une sécrétion hormonale, et il a des fonctions immunologiques. La physiopathologie, le primum ovin, c'est une insuffisance placentaire par sénescence. Donc, plus le placenta vieillit, plus il deviendra insuffisant. Donc, ce vieillissement placentaire va entraîner, là je dois activer une diminution du transfert des gaz. Et cette diminution du transfert des gaz va entraîner une asphyxie néonatale avec des convulsions, une persistance de la circulation fœtale qui peut entraîner une cardiomyopathie. On sait très bien qu'à partir de la naissance, il y a une circulation fœtale qui va se fermer et l'apparition d'une circulation systémique normale comme chez l'adulte. Donc, le fait de dépasser le terme, ça va entraîner une persistance de la circulation fœtale et ça donne des retentissements sur le cœur. On peut avoir aussi un syndrome de détresse respiratoire, c'est le syndrome d'inhalation méconiale, et la polyglobulie qui est due à l'hypoxie. Donc, cette hypoxie intra-utérine, elle peut être aiguë ou chronique, et ça va aboutir à un liquide amniotique qui est méconial. L'hypoxie, elle va entraîner une perturbation dans l'homéostasie. Le fœtus, il va réagir par une vasoconstriction périphérique avec une vasodilatation centrale. La vasoconstriction périphérique va concerner le territoire splanchnique, relâchement sphinctérien et émission du méconium. Donc, si le bébé il va émettre son méconium dans le liquide amniotique, il y a un risque d'inhalation du liquide amniotique qui est épais et donc ça va donner une obstruction des voies aériennes supérieures avec des bouchons épais, entraînant également une hypoxie aiguë. Et si cette obstruction, elle va intéresser les voies aériennes inférieures profondes, on va avoir de l'inflammation, de l'infection, la téléctasie, et tout ça va entraîner une hypoxie, une hypercapnie, avec une acidose respiratoire. Oui. Les complications materno-fœtales, ce risque de mortalité périnatale chez le nouveau-né post-terme, en particulier chez les hypotrophes. L'incidence des morts fœtales et néonatales à 42 semaines et au-delà varie entre 2,9 et 3,3 pour 1000 naissances dans les pays développés. Et vous avez la morbidité qui est liée à la césarienne en urgence
par anomalie de RCF. Donc, les risques sont des lésions périnéales de haut degré, l'hémorragie du postpartum immédiat, la rupture utérine, la chorioamniotite et l'endométrite. Pour ce qui est du diagnostic, c'est la DDR qui va nous donner la durée antérieure des cycles qui doivent être réguliers. Donc, si les cycles sont antérieurement réguliers, la DDR suffit à elle seule de donner le diagnostic du terme. Donc, on a deux diagnostics à poser. On a le diagnostic du terme et le diagnostic du syndrome de post-maturité. Donc, si on n'a pas une DDR précise, ou si la patiente elle a des cycles qui ne sont pas réguliers, une échographie précoce, donc qui va être réalisée entre la 11e semaine et la 14e semaine, soit une LCC de 45 à 84 mm, elle peut nous donner le terme exact plus ou moins 3 jours. Ça veut dire que l'erreur, elle est minime. Parfois, on se retrouve dans des situations où on n'a ni DDR ni échographie précoce. Ceci donc va nous donner une obligation, va nous inciter à voir au deuxième trimestre, mesurer le périmètre cérébral, c'est le diamètre le plus fiable avec le bipariétal et le diamètre cérébelleux. Au-delà de 22 semaines, on ne peut plus dater cette grossesse. Vous savez très bien qu'il y a des variations en fonction de la taille, des ethnies et du statut pondéral de la maman et du papa. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On contrôle 15 à 20 jours après la première échographie pour apprécier la croissance fœtale et mieux donner l'âge gestationnel. Une remarque très importante, c'est si vous avez une grossesse induite par FIV ou par ICSI, c'est la date de ponction qui détermine la date théorique de début de grossesse et non de transfert. Ça, c'est très important à noter. Donc, on va comptabiliser à partir de la date de ponction des ovocytes et non par la date de transfert. Le diagnostic du syndrome de post-maturité, il est clinique. Donc, on va mesurer la hauteur utérine qui va noter une diminution de cette hauteur par diminution du liquide amniotique. On va faire une courbe des MAF qui doivent être normaux, mesurer le liquide amniotique, faire un toucher à la recherche et pour établir un score biophysique de Bishop. L'amnioscopie, donc qui n'est plus utilisée, c'est l'utilisation d'un appareil qu'on va mettre au niveau du col et on va regarder l'aspect du liquide amniotique. On a l'analyse visuelle et ou informatisée du rythme cardiaque fœtal. La recherche d'un oligamnios par l'échographie. Donc, on va mesurer la plus grande citerne. On va mesurer les indices Doppler aussi à l'échographie. Et surtout, on va établir un score biophysique de bien-être fœtal. La surveillance doit débuter à partir de la 41e semaine jusqu'à 43 semaines. D'accord? Donc, c'est les recommandations de la... Sauf s'il y a une pathologie associée. Donc, si vous avez un diabète ou une HTA, ou une prééclampsie ou quelle que soit cette pathologie, on ne va pas attendre jusqu'à 41 semaines. Le rythme, c'est 2 à 3 fois par semaine. Donc, l'échographie, ça va nous permettre de visualiser le placenta. C'est un placenta qui est normal. Ici, on a un placenta avec des calcifications poudrées et qui sont pas péjoratives. Les calcifications ici, elles s'accentuent. Et là, on a carrément un placenta qui est calcifié, qui est virgulé avec des calcifications très importantes. Donc, l'examen postnatal va nous montrer des calcifications blanchâtres. Vous voyez que les cotylédons sont affaissés et leur épaisseur est diminuée par rapport à un placenta normal d'une grossesse qui est née à terme. L'échographie nous permet aussi de mesurer la quantité du liquide amniotique. Donc, la plus grande citerne, on pourra la mesurer. Vous avez la technique de la mesure. Et la diminution du liquide amniotique, elle va nous donner une idée sur la filtration glomérulaire et donc sur la perfusion rénale du bébé. Grâce à l'échographie aussi, on peut établir un score biophysique de Manning. Donc, si le score de Manning il est satisfaisant,
On est rassuré pendant 48 heures. Et vous voyez que le Manning, il comporte des paramètres qui sont très, très importants et très intéressants. Donc, vous avez le premier élément, c'est l'étude du RCF. Deuxième élément, c'est les mouvements fœtaux, les mouvements respiratoires. On a le tonus fœtal et la quantité du liquide amniotique. Donc, il a regroupé les 5 éléments du bien-être fœtal. Et vous avez des critères de normalité. Si on a 2 accélérations donc supérieures à 15 secondes sur une période de 30 minutes, on va scorer 2. On va donner un score de 2. Les mouvements fœtaux, donc plus de 3 mouvements actifs isolés des membres ou du tronc sur une période de 30 minutes aussi, on va donner un 2. Les mouvements respiratoires, donc une saccade de 30 secondes sur une période de 30 minutes, on donne 2. Le tonus fœtal qui va être apprécié par l'extension, la flexion des membres, le tronc, l'ouverture et la fermeture d'une main, ou bien des épisodes de déglutition. Donc, c'est les paramètres d'évaluation du tonus fœtal. On va donner un chiffre de 2. La quantité du liquide amniotique en mesurant la plus grande citerne. Donc, on peut, si elle est supérieure à 1 cm, on donnera le chiffre de 2. Donc, un bon score de Manning, on a dit que il va nous donner une sécurité pendant les 48 heures qui suivent notre examen. C'est pour ça que la surveillance, elle ne se fait pas tous les jours, toutes les heures, c'est chaque 48 heures. Par contre, le taux de faux positif, il est important. Parfois, on peut avoir une absence des mouvements respiratoires, absence des mouvements fœtaux, le tonus qui n'est pas bon. Et ça, c'est dû au rythme nictéméral du bébé. Et donc, ça ne signifie pas forcément qu'il y a une souffrance fœtale. Donc, sa valeur prédictive négative, elle est très forte. Donc, plus l'enfant il va mal, plus l'examen doit être plus long. Donc, on peut prolonger notre échographie au-delà de 30 minutes. Et vous avez les marqueurs aigus de l'hypoxie fœtale par ordre d'apparition. Premièrement, vous allez avoir des variations de l'RCF qui vont diminuer, donc un RCF qui devient moins réactif. Par la suite, la diminution des mouvements respiratoires. Ensuite, diminution de l'activité motrice. Et en dernier lieu, la diminution du tonus. La diminution du liquide amniotique signe une altération de la perfusion rénale et c'est un signe aussi de mal-être fœtal. Pardon. Donc, je vous ai donné des liens pour 2 vidéos pour les gens qui veulent voir c'est quoi le Manning, comment on le fait, comment on le mesure. C'est très intéressant de le voir. Et ça va vous permettre de vous familiariser avec ce score biophysique de Manning. Donc, pour apprendre les paramètres du Manning, donc on a utilisé cette formule mnémotechnique, Batman. Donc, vous avez B pour briefing, c'est les mouvements respiratoires. A, c'est l'amniotic fluid volume, c'est le liquide amniotique, le volume du liquide amniotique. T, c'est le tone, c'est le tonus. M, c'est mouvement. Et vous avez le N, c'est le non-stimulating tracé, c'est le tracé non réactif de l'RCF. Donc, c'est un site aussi intéressant pour les gens qui veulent apprendre par les formules mnémotechniques la médecine. Ça pourra vous rendre service. On passera à la prise en charge. Donc, la prise en charge, c'est l'induction du travail. Mais avant d'induire le travail, donc on doit faire une évaluation du pronostic obstétrical. Pronostic obstétrical, ça veut dire est-ce que notre déclenchement du travail va donner ou pas? Est-ce qu'on peut prendre ce risque par rapport au déclenchement ou pas? L'évaluation du pronostic, elle se fera en fonction de paramètres. Dans le temps, on n'utilisait que le score de Bishop, on va le voir tout à l'heure. Et on a rajouté 2 éléments qui sont très récents. Donc, c'est l'échographie du col. Donc, on mesure le col à l'échographie. Et aussi, on va calculer la distance entre la tête et le périnée pour donner une probabilité de réussite de notre déclenchement. Donc, le Bishop, c'est un score très très intéressant parce que si vous avez un score de Bishop supérieur à 6, le pronostic est très très bon. On espère que notre déclenchement il va donner. S'il est inférieur à 6, le taux d'échec il est très élevé. Les paramètres du score de Bishop, on a la data de côté de 0 jusqu'à 3.
3 et 500 cm, c'est le travail. Aussi, du col, d'accord. Donc, le col, il y a même une longueur, pardon, et une épaisseur. Donc, moins la longueur est élevée, plus l'effacement il se fait. Donc, c'est les étapes. Ouais, donc, vous avez l'effacement, puis l'ouverture du col. La consistance aussi du col, elle peut être ferme, moyenne ou molle. Sa position qui est postérieure, plus il devient supérieur, le travail est meilleur. Et aussi, vous avez la présentation, parce que c'est elle qui va ouvrir le col. Si fait contraction utérine, si la présentation elle est fixée ou elle est avancée, le pronostic est que si la présentation elle est mobile. Donc, la maturation cervicale, c'est l'indication, si on a un score de Bishop qui est défavorable, on doit toujours commencer par une maturation cervicale. C'est préparer le col qui est long, qui est fermé, qui est postérieur, le préparer à un déclenchement artificiel du travail. Comment on va maturer le col? Donc, il y a des paramètres. On peut faire un décollement des membranes. Donc, on va introduire le doigt, les membranes et le segment inférieur. Donc, on va décoller les membranes du segment inférieur. Ce décollement manuel, il va entraîner une sécrétion endogène de prostaglandine qui va stimuler les contractions utérines, qui vont entraîner justement une ouverture et un raccourcissement du col. On peut utiliser aussi les prostaglandines à action locale. Donc, on a lentement utilisé le cytotec, mais qui est contre-indiqué en cas d'utérus cicatriciel. On peut mettre une sonde de Foley intracervicale. Donc, c'est une sonde qu'on peut introduire au niveau du col. Et cette sonde permet d'ouvrir le col à ce niveau-là et aussi de décoller les membranes, donc entraîner une sécrétion de prostaglandine. Si on ne dispose pas de sonde de Foley, la sonde de Foley, elle est moins chère que la sonde de Cook. La sonde de Cook, c'est une sonde qui est double ballonnée. Donc, on a un ballonnet intracervical et un ballonnet intra-utérin. Donc, on va gonfler les deux et on va essayer d'écraser le col entre les deux ballonnets. Donc, ça va nous permettre d'avoir un effet double. Donc, au lieu d'avoir un seul ballonnet qui va entraîner que des contractions utérines, on va avoir une action chimique et une action mécanique par écrasement du col entre les deux ballonnets. On peut proposer aussi le Propes, qui est un tampon au dinoprostone. Le dinoprostone, c'est une prostaglandine, donc c'est un nouvel artifice. Même chez nous, pour le moment, on n'a pas pu encore l'avoir. Et on espère l'avoir pour bientôt. Si le col il est maturé, donc on va opter pour un déclenchement artificiel du travail. Donc après maturation du col, donc obtention d'un bon score de Bishop, on peut commencer là, le déclenchement artificiel du travail. On va mettre de l'ocytocine, un débit crescendo sous monitoring, c'est-à-dire on va commencer par des doses très petites d'ocytocine et on va augmenter en fonction de la réponse utérine. Et il faut que ça soit, ça c'est très important, un monitoring continu. Parce que là, c'est un bébé qui est déjà fragilisé par le dépassement de terme. Et là, si on commence à donner de l'ocytocine qui va entraîner des contractions utérines, ça va diminuer le débit pendant la contraction. Le bébé risque de ne pas supporter ces contractions utérines. Après le déclenchement artificiel du travail, on propose une amniotomie en fonction de la dilatation. L'amniotomie, c'est-à-dire la rupture du pôle inférieur de l'os, c'est la rupture artificielle des membranes. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, pour induire le travail, on doit établir un score de Bishop. Si le col il est favorable, le score de Bishop il est supérieur à 6, on donne des ocytociques avec une amniotomie. Si le col il est défavorable avec un Bishop qui est inférieur à 6, si c'est une césarienne antérieure, si c'est un utérus cicatriciel, on ne peut pas mettre des prostaglandines. D'accord, ça c'est contre-indiqué. Donc on va déclencher par des ocytociques, sinon par des moyens locaux.
pardon. Et si c'est oui, donc si c'est oui, ça veut dire que c'est une césarienne antérieure, si c'est une utérus cicatricielle, pardon, on peut mettre une sonde de Foley suivie par des ocytocyclamiotomies parce que les prostaglandines sont contre-indiquées. Si l'utérus il est intact, d'accord, ça veut dire qu'il n'y a pas de césarienne antérieure, là on peut utiliser les prostaglandines qui ne sont pas contre-indiquées en cas d'utérus intact. Par contre, ils sont contre-indiqués si on a un utérus cicatriciel. Après la naissance, le nouveau-né, c'est un nouveau-né à risque. On a dit que le liquide amniotique est parfois méconial, donc dû à l'émission du méconium par ses naissances placentaires et donc hypoxie fœtale. On préconise une aspiration à la vulve. Donc, avant l'apparition des mouvements respiratoires, on doit aspirer cet enfant dès l'accouchement, dès que la tête arrive au niveau de la vulve, pour éviter justement les complications qu'on a citées tout à l'heure. C'est les obstructions, les atelectasies et les détresses respiratoires liées à la surinfection. Donc, s'il y a une asphyxie périnatale, on peut proposer une hypothermie contrôlée qui est de recommandation presque internationale. Donc, l'examen du nouveau-né. Donc, un nouveau-né de dépassement de terme, il a trois caractéristiques. Donc, vous avez, ça c'est un nouveau-né normal avec les yeux fermés, une peau qui est belle, un joli bébé. Un dépassement de terme, il a des yeux ouverts. Premier signe, c'est des yeux qui sont ouverts, c'est un nouveau-né qui est averti. Le nouveau-né de maman normal, c'est-à-dire qu'il naît à terme, il a du vernix, d'accord? Regardez cette ondule blanchâtre qui est sur la peau. Par contre, un nouveau-né de dépassement de terme, c'est un nouveau-né qui a une peau fripée, d'aspect vieillot, des ongles qui sont longs et une peau qui est très sèche. Voilà l'aspect typique, donc les yeux ouverts, absence de vernix. Bon, là, il y a un peu de vernix. Les ongles qui sont longs et l'aspect vieillot. Le placenta peuvent être aussi teintés par un liquide qui est méconial, donc ici, un dépassement de terme. Donc, ce qui fait la différence entre la souffrance chronique et la souffrance aiguë, c'est que les membranes sont teintées, alors que dans la souffrance aiguë, les membranes ne sont pas teintées parce que le liquide méconial n'a pas eu le temps de teinter. Donc, en conclusion, si une patiente se présente à 40 semaines, il faut la prendre en consultation, la rappeler à 41 semaines avec ERCF, évaluation du liquide amniotique. Donc, s'il n'y a aucune anomalie qui a été détectée à cette consultation, on peut aller jusqu'à 41 semaines et 5 jours. Donc, ça, c'est les recommandations internationales. Mais chez nous, on commence à agir déjà à 41 semaines plus 3 jours. On commence la maturation et pour éviter justement d'arriver au stade ultime de dépassement de terme. S'il y a des anomalies, soit mouvements actifs qui sont diminués, soit une oligomniose, il faut directement commencer la maturation au déclenchement. Donc, si on est à 41 semaines, donc le dépassement de terme il est posé, il faut asseoir le diagnostic de post-terme. S'il y a des anomalies échographiques ou cliniques, on va commencer la maturation et on doit accélérer l'accouchement et le déclenchement dans les 48 heures. La prolongation de la grossesse représente une situation qui est assez fréquente, qu'il faut savoir correctement prendre en charge. D'accord? On a dit 10 à 15 à 20% des grossesses normales. L'enjeu pour le praticien est de déterminer le moment optimal pour induire la naissance avant que la morbidité périnatale augmente de manière significative. Donc, il faut être au juste milieu. Il ne faut pas trop attendre, il ne faut pas aussi trop anticiper. Le couple, il fait partie intégrante de cette décision et les informations relatives au risque, aux moyens de surveillance et d'induction de la naissance doivent lui être expliquées. C'est très important. En matière de dépassement de terme, la décision doit être respectée et la surveillance aussi. La surveillance doit être faite par la maman
par le couple et par le médecin aussi. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Sinon, on va passer à l'auto-évaluation. Allô, allô? Madame, là, il y a une question. Oui, On vous demande je peux les voir? les étiologies. Je peux les voir? Oui, madame, vous cliquez sur conversation. D'accord. Très bien. Quelles sont les étiologies? Quelles sont les étiologies de grossesse prolongée? Alors, on n'a pas trouvé d'étiologie patente, mais on a parlé de facteurs de risque. D'accord? Facteurs de risque, c'est les antécédents de dépassement de terme. L'étiologie qui a été incriminée, c'est les hypothyroïdies, mais ce n'est pas le lien de qualité qui est patent. Jusqu'à présent, on n'a pas trouvé d'étiologie, c'est pour ça qu'on n'arrive pas à ces grossesses. Les étiologies, on aurait agi bien avant et on aurait traité ces problèmes avant qu'on arrive au dépassement de. Et jusqu'à présent, on ne sait pas c'est quoi le prime moment, parce qu'en réalité, on ne sait pas comment le travail spontané se déclenche. Il y a bien de théories qui parlent de stress fœtal, sécrétion d'ocytocine, sécrétion de cortisol maternel, de cortisol fœtal. Et tout ça n'a pas été approuvé. Donc, je vous donne une petite évaluation. Comme ça, on va... Et là, il faut que je démarre la diaporama parce que sinon, vous aurez les réponses. D'accord. Première question, que peut-on dire concernant les définitions relatives aux grossesses prolongées? Vous allez me donner toutes les réponses vraies. La prématurité est définie par un terme inférieur à 37 semaines. Oui. On parle de grossesse prolongée à partir de 42 semaines. De 41 semaines, non? Non, 41 et 42. On Entre parle 41 et de 42. terme dépassé à partir de 43 semaines. Le terme est un intervalle de temps se situant entre 37 et 41 semaines plus 6 jours. Quelles sont les réponses vraies? Cette évaluation, c'est à vous de répondre. Comme ça, vous allez vous réévaluer. Et ça va me permettre aussi de poser des questions le jour de l'examen. Donc, les réponses, pardon, il y a la réponse E. La date de surveillance de terme est fixée à 41 semaines, ça c'est vrai. Donc, c'est A et E. La date de 41 semaines, très bien, j'ai entendu la réponse. Et on parle de terme dépassé à partir de 42 semaines. Que peut-on dire concernant les recommandations pour la datation d'une grossesse? La mesure échographique de la LCC entre la 11e et la 14e semaine est le moyen le plus précis pour la datation. La mesure échographique de la LCC entre 11 semaines et 14 semaines permet une précision à 95% à plus ou moins 3 jours. Partie du deuxième trimestre, c'est le diamètre cérébelleux qui semble être le plus performant pour dater une grossesse. En situation de FIV, c'est la date de transfert qui détermine la date théorique de. En situation de gémellité, les recommandations pour la datation de la grossesse sont identiques au singleton. Alors, les réponses vraies, c'est A et E. La mesure échographique de la LCC entre 11 semaines et 14 semaines permet une précision à 95%, plus ou moins 5 jours et pas 3 jours. Et à partir du deuxième trimestre, c'est le périmètre céphalique, ce n'est pas le cervelet, qui semble être le plus performant pour dater une grossesse. En situation de FIV, c'est la date de ponction qui détermine la date théorique de début de grossesse, et non pas la date de transfert.
Que peut-on dire concernant la consultation de surveillance de terme? L'atteinte du liquide amniotique doit être évaluée par amnioscopie. Elle doit comporter une analyse visuelle du rythme cardiaque fœtal. Elle doit comporter une évaluation de la quantité de liquide amniotique par la technique de l'index de liquide amniotique. Un score biophysique de Manning doit être réalisé à chaque consultation. Un rythme de surveillance de 2 ou 3 fois par semaine est recommandé. Les réponses sont B et E. A, il n'est pas recommandé. Donc, on a dit que l'amnioscopie, on ne l'utilise plus. C'est un examen qui est dépassé, donc on n'a plus d'amnioscope. Elle doit comporter une évaluation de la quantité de liquide amniotique par la technique de mesure de la plus grande citerne et non pas par l'index amniotique. Et le score biophysique de Manning ne doit pas être réalisé à chaque consultation, ce n'est pas recommandé, sauf s'il y a un signe d'appel. Quels sont les facteurs de risque de césarienne après induction du travail en situation de grossesse prolongée? La nulliparité, l'obésité, l'utérus cicatriciel, l'âge supérieur et le score de Bishop supérieur ou égal à 6. Les réponses sont A, B, C, D. Le score de Bishop, il doit être inférieur à 6. Il s'accompagne de risque élevé de césarienne, vu que le Bishop, il est défavorable. Bon. Que peut-on dire concernant les moyens d'induction de travail? Le score de Bishop permet d'évaluer le pronostic obstétrical et de choisir le moyen d'induction le plus adapté. Un décollement du pôle inférieur de l'œuf peut être responsable d'effets secondaires tels que les saignements ou l'inconfort. Un déclenchement parocytocique doit impérativement être associé à une amniotomie. Les prostaglandines E2 représentent le moyen d'induction de première intention en présence d'un col favorable. Et les prostaglandines représentent le moyen d'induction de première intention en présence d'un utérus cicatriciel. Alors, les réponses sont A, B et C. Les prostaglandines représentent le moyen d'induction de première intention en présence d'un col défavorable si le Bishop est inférieur à 6. On a dit que les prostaglandines, c'était un moyen de maturation cervicale. Et ils sont contre-indiqués en présence d'un utérus cicatriciel. Je vous remercie. Et voilà. Madame, Oui, il y a des questions? il y a une seule question. Oui. Combien dure la période entre l'induction de la grossesse et la délivrance? Alors, l'induction de la grossesse. L'induction du travail. Oui, peut-être elle voulait dire ça. J'imagine l'induction du travail, parce que la grossesse, on induit. Il y a l'induction d'ovulation et l'induction de travail. Ça dépendra de beaucoup de paramètres. Donc, c'est vrai que le Bishop, il nous donne une idée par rapport au pronostic d'induction. Donc, si le Bishop, il est supérieur à 6, on est à l'aise. Et on peut, voilà, l'induction du travail. Et donc, le déclenchement par l'ocytocine, il va durer 24 à 48 heures. Mais le problème se pose sur le plan pratique parce que chez nous, parfois on ne dispose pas de prostaglandine et on dispose de moyens de maturation cervicale. Donc qu'est-ce qu'on fait? On donne de l'ocytocine et l'ocytocine, il va agir comme un moyen de maturation cervicale. C'est pour ça que les déclenchements du travail chez nous, ils durent longtemps. Mais un déclenchement de travail, il ne doit pas dépasser les 48 heures.
sur un bishop défavorable, bien sûr, sur un col favorable. J'espère que j'ai répondu à votre question. D'accord. Merci beaucoup, madame. Très bien. Donc, il n'y a pas d'autres questions? Non, il n'y a pas. Très bien, je vous remercie. Je remercie Merci, tout le monde madame. et bonne fin de soirée. Merci à vous-même. Très bien.